Je m'appelle Danielle Beaujean, je suis doctorante à New York University et je travaille justement sur une thèse qui est intitulée Contrôler la Casbah, la police coloniale à Alger et Marseille, 1920 jusqu'à 1950. Et je voulais d'abord remercier SEMA et CRASC pour avoir invité à faire cette présentation. Ça fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous tous. Et je viens juste de terminer mon année de recherche sur cette thématique. Et du coup, ça va faire la première fois que je vais vraiment présenter le contenu de ma thèse. Alors ça fait plaisir, mais au lieu de commencer avec une grosse histoire de thématique, j'ai pensé plutôt de présenter quelques cas qui me semblaient représentatifs de mes recherches. Comme ça, on peut voir un peu les types de sources avec lesquelles je travaille et peut-être aussi des types de questions qui m'intéressent. En fait, je vais commencer avec l'article qui était déjà cité tout à l'heure, un article du journaliste français René Janon qui fait une comparaison entre Marseille et Alger. Il disait qu'il n'y a pas de lieu qui ressemble autant à un lieu de la Casbah d'Alger que la rue des Chapeliers qui descend vers la porte d'Aix. Du coup, ici, j'ai mis une photo, ça c'est la porte d'Aix de Marseille. On continue dans un article disant que on condamnait rue des Chapeliers, on se croyait en plein rue Rambon d'Alger. Mais son article suggère aussi un lien entre la communauté algérienne à Marseille et une pègre de crimes. Janon note un dépôt de police installé dans une église désaffectée juste à côté de rue des Chapeliers. Et cet accent sur la police dans l'article n'est pas du tout anodin. Il montre l'importance de la surveillance des Algériens à Marseille et Alger par les autorités françaises de l'époque. La police a rempli plusieurs fonctions dans ces villes méditerranéennes. Les policiers ont fait office d'exécuteurs répressifs, bien sûr, de l'ordre colonial, mais ils ont aussi permis aux Algériens, par exemple, d'accéder à un certain nombre de services publics, notamment dans le domaine de la santé et de l'aide sociale. Du coup, ma thèse interrogea ces rapports quotidiens entre policiers algériens dans les deux villes portuaires coloniales de Marseille et Alger de 1920 à 1950, comme a dit. Ma thèse questionnera la façon dont les hiérarchies coloniales, elles-mêmes en train d'être construites à cette époque, ont influencé le contrôle des Algériens en métropole ainsi qu'en Algérie. Du coup, en quoi cette surveillance des sujets coloniaux était marquée particulièrement par des stratégies soi-disant coloniales. Et si j'ai commencé avec cet article de René Janon, c'est parce qu'il montre la connexion entre Marseille et Alger dans l'esprit ou l'imaginaire plutôt française. En effet, Marseille et Alger partagent une histoire commune, en quelque sorte, depuis des siècles. C'était tous les deux des ports très importants dans l'Empire romain. Et ils étaient, après la chute de l'Empire romain, bien sûr, Marseille et Alger restaient liés par le commerce et l'immigration familiale aussi. Avec la conquête française de l'Algérie, le lien entre Marseille et Alger est devenu encore plus profond. Pour les journalistes et les politiciens français de l'époque, Marseille était la porte de l'Orient. Et en revanche, Alger était le port principal de l'Algérie française, et avec des milliers de tonnes de produits exportés vers la France. Et juste en petite parenthèse, on voit que en fait, les deux villes se ressemblent un petit peu ils sont tous les deux orientés vers la mer en tant que ville portuaire. Ils sont tous les deux des villes concentrées vers la port, mais qui a des collines qui ascendent dans l'arrière-plan. Et du coup, il y avait vraiment un imaginaire qui lie Marseille et Alger dans les textes français. Ces connexions, tant historiques que commerciales, entre Marseille et Alger, donnent aux historiens une perspective unique pour étudier la police coloniale. Parce qu'ils nous montrent les contrastes entre l'espace colonial et l'espace soi-disant métropolitain. À Marseille et Alger, le gouvernement français
comptaient sur la police pour protéger l'ordre public et l'ordre colonial. Et du coup, ici, j'ai mis quelques images de mes sources de presse de la police en Algérie. Ça, c'est le procès de Cheikh Al-Orbi, qui est entouré ici par des policiers. Et de l'autre côté, c'est une caricature, bien sûr, d'un policier à Alger. Faisant référence au modèle métropolitain et l'exemple tiré de l'autre empire, la France a conçu un service de police en Algérie. Et dans les zones rurales, c'était plutôt des Algériens qui étaient des policiers. Pourtant, à Alger, les policiers étaient pour la plupart des Européennes. Ah, il y a une petite note de langage ici. C'est toujours compliqué pour des historiens de trouver des mots corrects pour nos catégories. Mais là, je vais utiliser le mot algérien pour dire ce qu'à l'époque les Français veulent dire plutôt indigène ou français musulman. Moi, je vais dire algérienne. Et quand je parle de population pieds noirs ou peut-être européenne immigrée, je vais dire européenne pour faire cette distinction qui quand même était importante pour la police de l'époque. Du coup, à Alger, on voit que la police vient beaucoup plus de ce melting pot européen. Mais il y avait quand même des policiers algériens qui faisaient partie aussi et qui étaient vraiment importants au niveau des langues et des connaissances des coutumes locales, mais qui n'ont jamais réussi à avoir des positions de haute statut à cause des lois en place qui limitaient les positions ouvertes aux Algériens. À Marseille, en revanche, les préfets s'inquiétaient sur l'afflux des Algériens qui venaient à Marseille après la Première Guerre mondiale. Ils échangeaient des lettres, essayant de trouver une moyenne de transformer ces travailleurs algériens, qui, selon le discours colonial, étaient des criminels potentiels, en travailleurs sains et dociles. Du coup, on voit déjà qu'il y a des préjugés très forts. Quand les Algériens commençaient à venir à Marseille après la Première Guerre mondiale, l'administration française et surtout la police ne savent pas comment suivre les traces de cette population transitoire. Et du coup, à Marseille et Alger, la police a ciblé les Algériens avec des brigades spéciales, des lois distinctes et des techniques de surveillance conçues pour distinguer les Algériens d'autres populations, soit français ou immigrés. Alors, comme j'ai dit, je vais utiliser des exemples, des cas particuliers de mes recherches pour parler un peu des trois époques chronologiques de ma thèse. Je vais commencer avec la période de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les années 20 et 30. Pour être honnête, alors à un moment de René Jeannon, il faut comprendre déjà qu'il faut savoir le système légal qui était en place pour comprendre le travail des policiers. Du coup, en Algérie, bien sûr, vous savez tous, il y avait un système légal parallèle. Il y avait le système civil pour les citoyens français, le système de indigène pour les Algériens. Ici, l'indigénat, à la base, était censé être un code civil, c'est-à-dire qu'il se donne sur le mariage, le divorce, l'héritage. En fait, il y avait aussi des conséquences dans la loi criminelle. L'indigénat a criminalisé certains actes pour des Algériens qui n'étaient pas criminalisés pour des Européennes. Par exemple, il y avait des lois de porte de l'arme prohibée, mais pour les Européennes, il y avait beaucoup moins d'armes qui étaient prohibées que pour les Algériens, notamment par exemple le matraque qui était prohibé aux Algériens, mais par les Européens. Les travailleurs algériens étaient aussi soumis à un régime d'immigration limité, mais comme les lois étaient toujours en fluctuation, la police de ces deux villes est devenue en fait très puissante dans l'immigration parce que c'était à eux de décider quelle loi appliquer à quel moment, parce qu'il y avait tellement de confusion sur ce régime d'immigration changeant. Dans l'article de René Jeannon, dont j'ai fait référence tout au début, on voit la création d'une idée des espaces algériennes dans les deux villes de Marseille et Alger. Jeannon parlait non pas seulement des similarités entre les quartiers algériens de Marseille et le Casbah d'Alger, il a fait référence aussi à une criminalité supposée qui existait dans les communautés algériennes. Jeannon a écrit, j'ai sa citation ici, vous pouvez tous lire, qui vient de même article. Et ici, Jeannon montre une profonde discrimination contre cette population
Ils prétendent qu'ils dissimulent une partie criminelle dangereuse parmi ces migrants algériens qui risquaient de troubler l'ordre public et même la santé publique. Dans un article de la même série, Janan va même dire qu'il y a des gangsters algériens à Marseille. Les allégations de Janan ne représentent bien sûr pas... les allégations de Janan n'est pas nouveau dans les années 30. Déjà plus d'une décennie, la presse métropolitaine proclamait le danger prétendu de ces immigrés. En fait, ces traitements dans la presse vont avoir des conséquences très réelles dans la police. Par exemple, à Paris, en 1926, il va y avoir la création d'une brigade nord-africaine après un meurtre commis par un immigré marocain. Cette brigade va être répliquée à Marseille en 1928. Ça va être beaucoup plus petit que la version de Paris, mais quand même, on voit que ces stéréotypes dans la presse vont avoir des conséquences, mais dans l'organisation de la police elle-même. Alors, avec ce contexte en tête, on va tourner à le premier exemple, qui est un conflit qui s'est passé dans cette notoire rue des Chapeliers. Du coup, j'ai mis ici, c'est de Google, mais c'est un peu la localisation de là où se trouve rue des Chapeliers. Pour ceux qui connaissent Marseille, le Vieux-Port, c'est en bas là, et on voit en haut à droite, c'est le gare Saint-Charles, et du coup, rue des Chapeliers, c'est un peu entre les deux. Rue Chapelier était le quartier nord-africain par excellence de Marseille. Des articles de presse, des notes de police, des correspondances ministérielles, tous ces documents parlaient de rue des Chapeliers comme une rue algérienne. Ça pouvait être une refuge pour des Algériens à Marseille qui cherchaient des rappels de leur culture, de leur cuisine, de chez eux. Mais la police avait eu un rapport compliqué avec ce lieu. D'un côté, la police a ciblé cette rue des Chapeliers avec des rafles périodiques pour contrôler la criminalité qui croyait exister dans ces rues. C'était alors une concentration urbaine des immigrés qui a permis aux policiers de concentrer leurs efforts uniquement, presque, sur les Algériens. En revanche, la concentration démographique des non-africains dans ce lieu, et pour la plupart algériens, a aussi permis des moments de solidarité entre soi parmi des Algériens. Mais quand même, quand les résidents avaient eu des problèmes, c'était quand même la police à qui ils ont fait appel. Alors on se trouve en septembre 1937, quand des commerçants de la rue des Chapeliers ont écrit une lettre aux autorités françaises. Et là, j'ai mis la lettre, j'ai essayé pendant la présentation de mettre, quand je peux, des sources, comme ça vous voyez tous les sources avec lesquelles je travaille. Pardon. Dans ces lettres, les commerçants se plaignent que leur rue était blindée avec des foules. Les gens amènent avec eux toute manière de bien, y compris, et je cite les commerçants ici, des linges sales qui, au point de vue hygiène, n'ont sûrement pas leur place en plein centre-ville d'une ville comme Marseille. Les commerçants disaient que leur clientèle ne pouvait ni entrer ni partir à cause des foules. Et ça c'est la citation qui est mise sur la citation. Ce premier argument, déjà, on voit que ça parle plus de commerce, de leur entreprise, mais ils font aussi des arguments plus personnels. Les commerçants habitaient dans le même bâtiment que leur magasin, ils disent qu'il est devenu difficile même de dormir la nuit à cause de police. Les commerçants demandaient au préfet de Marseille et je cite, de donner les ordres nécessaires pour faire évacuer notre rue pour que nous puissions trouver désormais la tranquillité qui jouit l'autre quartier de la ville. Et là, c'est le page de signature de cette lettre. On voit qu'il y a pas mal du monde qui ont signé. J'avais choisi deux signatures parmi les autres pour vous parler un peu de démographie de cette rue des Chapeliers. Parce qu'on voit dans les camps de police qu'ils disent tout le temps que la rue des Chapeliers, c'était que des magasins nord-africains, arabes. Et en fait, on voit qu'il y a peut-être plus d'une diversité que la police avait pensé. Là, le signature dans le nom, c'est Hamda Frère à 19 rue des Chapeliers, qui semblait être un restaurant algérien. Mais Jean et Nard, qui est à côté, à 18, est probablement pas cette même communauté. Du coup, on voit, et il y a beaucoup d'autres signatures comme ça. Si on est
quand même une majorité des Algériens, ou des Nord-Africains peut-être plutôt, qui avaient signé cette lettre de complaint. Il y avait aussi d'autres populations qui faisaient partie de cette lutte. Cette pétition s'est trouvée dans la possession d'une certaine officier de la paix, Gilbert, qui, il faut dire, le système policier à cette époque, c'était un système d'îlotier. C'est-à-dire que des communes, enfin des arrondissements de Marseille étaient divisés en petits îlots. Il y avait un policier qui, c'était leur boulot de surveiller 7 petits îlots. Et du coup, c'est-à-dire que c'est la même personne, ou à peu près le même policier qui va venir chaque jour parmi le monde. Et du coup, il y avait des relations plus ou moins intimes avec la communauté parce que c'était les mêmes personnes chaque fois. Et du coup, c'était comme ça que l'officier de la paix, Gilbert, avait reçu cette pétition des commerçants. Gilbert signale l'importance de ces restaurants parmi les communautés nord-africaines de Marseille et il dit que cette rue, ainsi que la rue à côté, Sainte-Barbe, est devenue le quartier préféré des Nord-Africains de Marseille. Et on voit dans cette lettre de police une tentative de comprendre la communauté algérienne, de suivre leur habitude. Parce que Gilbert note qu'il y avait du monde qui traînait dans la rue, c'est vrai, mais c'était des groupes qui se rejoignent pour discuter. Et selon Gilbert, ces gens se groupaient dans une façon inoffensive, et alors la police n'intervenait pas d'habitude. Pourtant, je peux dire que dans d'autres quartiers de Marseille, quand il y avait des regroupements d'Algériens, la police quand même intervenait. Du coup, c'est le particulier de rue des Chapeliers. C'était considéré comme un espace aux Algériens, c'était leur droit d'être là. Du coup, Gilbert disait qu'il ne pouvait rien faire en fait pour les commerçants. Et l'opinion, Gilbert a mis cette opinion à son patron, le commissaire 11e du arrondissement de Marseille, qui a dit en fait qu'il n'y a rien que la police puisse faire. Mais apparemment, les commerçants de la rue des Chapeliers n'étaient pas satisfaits. 6 mois plus tard, il va envoyer une nouvelle lettre chez le préfet de Marseille, ou de Boucheron, pardon. Et dans ce deuxième lettre, il va cibler encore une population plus spécifique, des chiffonniers qui vendaient des choses, ils disent infectes, surtout les dimanches. Et je cite ici, alors que deux commerçants sont obligés de fermer leurs magasins, ils ont l'audace de se mettre même au devant de port. Du coup, les commerçants se sont fâchés parce que les marchands ambulants dans la rue du Chapelier avaient plus de liberté que eux, parce qu'ils étaient dans des magasins traditionnels. Et si je note ça, c'est parce que souvent on a l'impression dans l'histoire de la police coloniale qu'il y a une alliance entre la police et le capitalisme, qui est en vrai, c'est sûr. Et je pense par exemple au travail de Martin Furness sur l'Empire britannique. Mais à Alger, et on voit ça aussi à Alger, notamment dans la surveillance des grèves. Mais dans ce cas, on voit que c'était un peu plus complexe. Les commerçants faisaient partie d'une classe élite des Nord-Africains à Marseille, mais s'ils étaient peut-être plus liés au système capitaliste ou aux entrées de l'État français, dans certains cas, ils n'étaient pas le seul groupe à considérer pour la police. Ici, la police était obligée de médier des réclamations divergentes venant tous des Nord-Africains. Les petits vendeurs voulaient avoir le droit de vendre leurs affaires, et en même temps, les commerçants déclaraient que la police devrait faire quelque chose pour protéger leur entreprise. Finalement, la police a répondu à la deuxième lettre avec un rapport de police disant qu'une surveillance constante est exercée dans cette artère. Dans les deux villes de Marseille et Alger, la police était à peu près obsédée par l'idée que des Algériens circulaient entre Marseille et Alger dans une façon anonyme et potentiellement alors criminelle. Cette idée d'une criminalité particulièrement nord-africaine a permuté des pratiques de policiers de la période entre les deux guerres. On note dans le cas de la rue des Chapeliers qu'il y avait déjà, par exemple, des tournées de surveillance dans cette rue, même avant la plante des commerçants. Cette présence policière au cœur d'une rue qui décrivait continuellement comme une rue nord-africaine montre les priorités de la police
Mais cet incident est aussi intéressant parce qu'il montre la manière dans laquelle les Algériens ont fait appel aux policiers pour protéger leurs propres intérêts aussi. La présence policière dans la rue de Châtelet n'était pas seulement un plan décidé par les polices, mais c'était aussi une réponse face aux autres Algériens qui voyaient la foule de la rue de Châtelet comme une menace pour leur travail. Mais il y avait aussi des incidents similaires à Alger. On peut parler plus de parallèles peut-être dans le débat après si vous voulez. Du coup, passons au deuxième cas, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le système de surveillance policière qui était établi pendant le début du XXe siècle changera avec la Deuxième Guerre mondiale. Ici, j'ai mis une fiche officielle des soldats coloniaux et aussi un regroupement de travailleurs algériens. Et si j'ai mis ça, c'est parce que la migration, le système de circulation entre Marseille et Alger a changé avec la guerre, parce qu'il y avait un recrutement vraiment grand de soldats algériens qui vont venir en France en tant que requis. Et il y avait aussi des requis travailleurs qui va être amenés en France. La Deuxième Guerre a aussi changé des choses pour la police parce que il y avait la défaite de la France en 1940, bien sûr, qui va créer le nouveau régime de Vichy. Si Vichy, par rapport aux Troisième République qui était avant, a adopté des lois qui étaient fondées sur des idées eugénistes. Pardon, c'est un peu difficile pour moi, ce genre. Et on peut parler plus de ça aussi, mais c'est-à-dire qu'ils ont accepté un racisme qui existait déjà, mais qu'ils ont mis vraiment dans la loi. Ils avaient accepté, il n'y avait aucun contraste pour eux. Qui a changé d'ailleurs les lois qui étaient employées par la police. Du coup, on tourne à notre deuxième cas, qui vient cette fois d'Alger. Pendant la guerre, la police d'Alger s'inquiétait énormément sur la croissance d'un marché noir dans la ville. Ici, c'est une carte postale des marchés d'Alger. Il y en a plusieurs, bien sûr. La police a noté dans un rapport officiel que le marché noir, et je cite, est toujours et surtout pratiqué par l'aliment indigène. Fin de citation. Comme ils associent le marché noir avec les Algériens, la brigade économique, censée de réprimer cette marché noir, a fait beaucoup de tournées dans le Casbah. La police a dit que, j'ai mis leur citation ici, et s'est plaigné qu'en fait les Algériens prennent toutes les ressources avec cette marché noir. Et pour ces officiers, le marché noir n'était pas simplement contre la loi, c'était un acte contre les Français, une mêlée antinationale dans le contexte de la guerre. Le commissaire d'Alger, j'ai mal écrit son nom, c'est Laperrière, a dénoncé un changement d'attitude des Algériens envers la police pendant la guerre. Et du coup, là, c'est son citation assez audace. Lapierre a noté, par exemple, quand il parlait d'agression et de rébellion, il note par exemple des incidents dans lesquels des jeunes Algériens ont jeté des pierres sur les policiers qui avaient essayé d'appréhender quelqu'un qui vendait des courgettes à un prix trop haut. Lapierre continue, et je cite ce qui est noté ici, tout ceci dénote chez les musulmans l'absence totale de respect et de crainte à l'égard de la police, et leur attitude risque de compromettre gravement la sécurité interne du pays. Du coup, pour lui, ces conflits dans les marchés n'étaient pas simplement des désaccords, mais c'était un symbole d'un problème plus. Si la police a décidé que les Algériens étaient au centre du marché noir, ils se sont désespérés de trouver un moyen pour supprimer ce marché. Parce qu'en fait, ils disaient que comme la plupart des vendeurs de marché noir étaient des vendeurs ambulants, qui n'avaient pas de résidence fixe, c'était impossible de faire des procès-verbaux contre eux parce qu'il n'y avait pas de résidence fixe. Aussi, la police n'avait qu'une seule moyen de punir
cette crime, et c'était avec des amants. Du coup, ils ont essayé, par exemple, de dissuader les vendeurs du marché noir avec l'appropriation des biens suspectés d'être obtenus clandestinement, mais ça n'a pas toujours marché. Alors, c'est dans cette situation de frustration de la police que la commissaire centrale adjointe d'Alger, Georges Lafont, va dire c'est bon. Lafont était un officier dans la police d'État d'Alger pendant longtemps, mais il est devenu commissaire central adjoint dans l'automne de 1944. Et du coup, on peut parler aussi de ça plus tard, mais à Alger, en fait, il y avait un changement de gouvernement en 1942 avec l'arrivée de l'armée alliée, parce qu'avant c'était bien sûr avec Vichy, et à ce moment-là, il est devenu le allié de... C'est les alliés qui prennent contrôle d'Alger. Et c'est alors qu'on voit tout un changement de gouvernement, y compris Georges Lafont qui va prendre plus de pouvoir. Mais si Lafont était une représentative du gouvernement républicain, soi-disant, il a montré une attitude plus liée aux préjugés vichysois au sujet de la participation algérienne dans le marché noir. Et il va dire dans une lettre que ces trafiqueurs de marché noir sont des parasites qui sont un danger pour la sécurité de la ville. Il continue avec cette citation. Et ici, dans cette lettre, Lafont souligne un lien entre la communauté algérienne et le mot des marchés noirs. Mais Lafont, comme trop d'autres fonctionnaires de police, fait semblant de ne pas voir l'autre côté du marché noir. Parce que si, par exemple, il y avait peut-être des vendeurs algériens, c'était également la communauté européenne qui a profité en achetant. En plus, il y avait aussi des vendeurs européens du marché noir, mais comme la police a ciblé des quartiers typiquement algériens, les trafiqueurs européens avaient moins de chances d'être pris en flagrant délit. En réponse à la situation décrite par Lafont, le préfet d'Alger va plaider pour une nouvelle punition pour des fautes de marché noir. Il dit que les lois actuelles ne permettent pas que les trafiqueurs soient emprisonnés, la police pouvait faire des rafles et arrêter du monde, mais il fallait les relâcher presque tout de suite. Et du coup, le préfet dit que c'était décourageant pour les policiers, ce système. Il a demandé permission au lieu de... et là, la police parle des rafles qui existaient, et c'est là qu'ils vont arrêter du monde, mais ils ne peuvent pas les retenir, parce que ce n'était pas dans le loi. Et du coup, la préfet a demandé permission d'appliquer un arrêté du gouverneur général d'Algérie qui a permis la réquisition des travailleurs agricoles et qui disait que si les travailleurs agricoles requis refusaient de venir, la police avait le droit de les mettre dans un camp afin de les forcer d'aller à leur position requise. On peut voir déjà que ça n'a rien à voir avec le marché noir. Mais du coup, le préfet a suggéré que les fraudeurs de marché noir, entre l'âge de 15 ans et 50 ans, trouvés en flagrant délit du marché noir et incapables d'indiquer un emploi régulier, soi-disant, seraient aussi transportés à un camp de travail agricole. Il a déclaré que ce projet serait efficace en même temps qu'illégal et donnera à la police, et je cite, le pouvoir de les placer dans une section disciplinaire s'ils refusaient de suivre l'ordre d'aller au camp agricole. C'est-à-dire que ça va donner à la police le pouvoir de les arrêter. Cette proposition était inédite. Au lieu d'une augmentation, par exemple, les amendes existants, le préfet cherchait ici à punir le supposé trafiqueur avec la perte totale de leur liberté de travail, sans procès, je note. Ces employés forcés seraient donnés des emplois et seraient payés pour leur travail. Mais avant de trouver cet employeur, il va être transporté dans un centre au Cuba. Et voilà, du coup là, vous devrez le connaître beaucoup mieux que moi, mais là j'ai mis une étoile jaune pour le centre d'Alger, et là en rouge, on voit Cuba, du coup c'est juste à côté.
cette idée de travailleurs agricoles ne venait pas de nulle part. Les colonnes européennes dans le paysage autour d'Alger avaient déjà fait des demandes semblantes. Selon le renseignement général d'Alger, c'est-à-dire une brigade de police, les colons autour d'Alger se disaient sans travailleurs suffisants à cette époque. Leur rapport a précisé que ce manque était grâce aux salaires plus élevés donnés par les troupes alliées et aussi par les tentations de marché noir. Mais le rapport a indiqué une autre explication possible aussi, que les Européens ne semblent pas prendre en compte, c'était que les colons se trouvaient dans l'impossibilité de fournir à manger pour leurs travailleurs, avec le manque de nourriture qui était occasionné par la guerre. Du coup, on peut voir que peut-être la police ne prend pas tout en compte quand elle décide que c'est le marché noir qui tente les Algériens. Du coup, en septembre 1944, ce projet de loi de préfet, pardon, pas de loi, mais ce projet de préfet était mis en action. Des Algériens accusés d'avoir vendu des affaires sur le marché noir peuvent être punis non pas simplement avec des amendes, mais pouvaient être immédiatement réquisitionnés comme des travailleurs agricoles. Et du coup là, c'est un fichier aux archives d'outre-mer, je vais dire, pardon, qui se trouve à Aix-en-Provence en France. Il y a un dossier avec les fichiers individuels de tous les hommes qui étaient arrêtés avec ce projet, ou pas tous, mais en collection des hommes qui étaient arrêtés avec ce projet. Et il faut noter que dans le dossier, il n'y avait aucun Européen. Et je sais ça parce qu'on note, par exemple, quand ils disent en nationalité, c'est indigène musulman, et c'était tous marqués comme ça. Il n'y a aucun Européen qui était arrêté avec ce programme. Ce type de travail requis alors est exclusivement imposé sur les Algériens. Et on voit ici, ils ont fait un fichier comme ça pour tous les hommes qui sont arrêtés. Là, c'est Boulalib Messaoud, et qui vient en voie de département de Constantine à l'origine, qui était à Alger depuis juste 10 jours. C'est noté que son profession est portefeuille, mais quand ils disent moyen de distance de l'entrée, c'est par bénéfice illicite de la pratique du marché noir. Du coup, on peut voir que avec une profession comme portefeuille, qui est journalière, on ne va pas avoir un contrat de travail, c'est difficile pour cet homme de prouver qu'il avait un emploi régulier. Alors, ça va permettre aux policiers de dire qu'il vit des hausses illicites, peut-être même sans avoir des vraies épreuves de ça. Comme Boulalib Messaoud, beaucoup de ces hommes étaient des nouveaux arrivés dans la ville d'Alger, poussés vers le centre urbain par la famine dans le paysage algérien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces dossiers nous disent autant sur la police qu'ils nous disent sur les hommes eux-mêmes. Premièrement, la police a ciblé des Algériens qui venaient sur les marges de la société algéroise. Ces migrants, nouveaux arrivés à Alger, avaient du mal à prouver aux policiers qu'ils avaient un travail soi-disant régulier, comme stipulé la proposition du préfet. En plus, on voit la manière dans laquelle la police a manipulé les lois, décrets et arrêtés pour créer un système convenable à leur désir. C'est-à-dire que dans ce contexte, il n'y avait aucun procès pour ces hommes, il n'y avait aucune loi votée par un chambre d'élus, c'était la police qui avait pris un autre arrêté du gouverneur général et l'avait manipulé pour créer ce programme parce qu'il voulait quelque chose pour aider leur répression du marché noir. Et ils pensaient que c'était un problème algérien. Il semble bien possible que certains de ces hommes étaient arrêtés alors pour avoir essayé de vendre une affaire personnelle, ou bien un paquet de légumes à un prix un peu élevé, peut-être même des cigarettes obtenues des troupes alliées. Mais l'îloté, le policier, est devenu dans ce cas le juge et le jury, avec aucun restreint sur leur décision si quelqu'un était ou n'était pas un trafiqueur de marché noir. Alors, ces hommes va arriver à Cuba et on va avoir des problèmes. Déjà, le clan de Cuba n'avait pas assez de ressources pour nourrir les travailleurs agricoles qui étaient déjà là. Et le convoi qui amenait ces prisonniers n'avait pas pensé d'amener de quoi manger avec. Du
coup, il y avait un manque absolument de ressources dans ce centre de Cuba. En plus, il n'y avait aucun travail pour ces travailleurs agricoles parce que les agriculteurs, les colons des alentours ne voulaient pas prendre la charge de héberger ces hommes. Et du coup, il y avait personne qui voulait les employer. Et en pire, des travailleurs aussi refusaient de se rendre au travail. Du coup, il y a un gros problème. Et il y avait 75 hommes dans le camp de Cuba avec ce programme de travailleurs, de marché noir. Et quelques-uns étaient déclarés par la police d'être des criminels dangereux, des repris de justice ou quelqu'un avec un accident judiciaire. Et alors, 4 hommes avaient déjà profité de la sécurité négligente du centre à Cuba, selon le directeur, pour s'échapper. Alors, en entendant une solution plus permanente, le directeur du camp a décidé de confier tous les trafiquants dans la chambre, gardés par des soldats. Quand le directeur a écrit sa lettre, les hommes étaient déjà confiés à la chambre pendant 7 jours. Le directeur a indiqué dans sa lettre, en plus, que tout cela était complètement illégal. Le camp de Cuba était conçu pour héberger provisoirement des travailleurs agricoles requis, qui avaient refusé de reprendre à leur ordre de réquisition. Ça n'a rien à voir avec ces hommes qui étaient arrêtés pour le marché noir. On voit déjà que c'était tout à fait illégal que la police les avait envoyés à Cuba. Frustré, le directeur du camp a ajouté qu'en plus, le camp n'avait plus de ressources pour s'occuper de ces hommes supplémentaires. Et en plus, comme personne ne voulait les employer, ils refusaient à travailler aussi. Il n'y avait pas entrée pour l'État français même qui soit là. Malheureusement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est devenu ce projet à Cuba. Les archives ne nous montrent pas la fin de ce projet. On sait que les trafiqueurs du marché noir, il va continuer d'être arrêtés et soit envoyés à l'armée pour être requis comme soldats, soit envoyés sur des projets de travaux publics. Mais on n'est pas sûr de qu'est-ce que ça va devenir le cas de Cuba. Ce qui est clair pourtant, c'est que le champ de pouvoir policier pendant la guerre a agrandi et qu'elle va continuer à agrandir. Ce plan a fait de l'opinion d'un policier la loi absolue pour ce qui concerne le marché noir. Et il y avait des situations assez similaires à Marseille aussi. On peut encore une fois parler de ces connexions plus tard. Mais on voit un similaire agrandissement du pouvoir de police pendant la période de Deuxième Guerre mondiale. On voit du coup que dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens, dans les yeux de la police, sont devenus une population intrinsiquement suspecte. Des criminels du marché noir qui voulaient profiter de la souffrance de la France, des ennemis internes. En représentant des Algériens comme des ennemis, la police se permettait de prendre encore plus de contrôle sur la liberté et la circulation des Algériens dans ces deux villes. Finalement, on arrive au troisième cas, qui prend place dans mon troisième période, qui est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1945, jusqu'au début, on va dire, militaire de la guerre de l'indépendance Algérie en 1954. Du coup, on voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des changements politiques qui étaient un peu forcés par la situation de la guerre. Les Algériens avaient lutté avec les soldats français côté à côté contre les Allemands. Et du coup, après la victoire de la France, beaucoup des militants algériens ont demandé que la France les récompensait pour leurs sacrifices avec des réformes politiques et sociales. Et ça, j'ai mentionné tout à l'heure le pays Ghana africain, par exemple, à Paris, et ça va être discontinué à ce moment-là. Il va y avoir des réformes qui essaient, ou qui semblent essayer, en tout cas, d'ouvrir un système plus juste entre les Algériens et les citoyens français. On va avoir aussi la création de la statut de Français musulmans qui donne la citoyenneté aux Algériens, même si il y avait quand même, c'était pas un système vraiment égal, mais c'était à la base censé de l'être. Les changements politiques et sociaux après la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est une photo des alliés
américaine et je pense britannique à Alger pendant la guerre. Ça c'est 42, mais en général la libération c'était vraiment 45, la fin de la guerre, pardon. Ces changements politiques et sociaux vont aussi avoir causer des changements dans la police d'Alger, qui va confronter leur croyance que seulement une minorité des Algériens sont intéressés dans la politique. Des groupes nationalistes qui s'est formé dans les années 30 et 40 est devenu une force puissante dans la société algérienne, et la police ne pouvait plus prétendre, comme il l'avait fait, que les nationalismes algériens étaient seulement le résultat d'influences étrangères. Et je vous jure que c'est vraiment ce qu'ils disent. Mais ils ne peuvent plus dire ça dans ce contexte, parce que c'est clair que ce n'est pas le cas. Du coup, la police avait du mal à fixer dans ce nouveau contexte une définition de ce que ça veut dire, ou ce que c'est, la politique. La musique, le théâtre, le sport, les associations civiques, toutes peuvent être politiques dans ce contexte tendu. On peut voir aussi l'augmentation des tensions entre les policiers européens et la population algérienne dans cette période. Alors, pour notre exemple final, je vais parler d'un cas exceptionnel d'une rencontre entre police et population. En 1948, alors 3 ans après la fin de la guerre, un gardien de la paix hors service nommé Julien Dazar quittait sa maison. Il était 12h15 le 23 juin. Dazar avait traversé la rue en face de sa maison pour aller chercher un journal. Dans la même rue, un club de jeunes Algériens jouait au foot. Tout d'un coup, le ballon de ces jeunes se dirige dans la mauvaise direction, frappant Dazar dans le visage. Dazar a saisi le jouet offensif et s'est approché des jeunes pour leur appréhender. Mais les garçons se sont éparpillés, montant dans les escaliers pour regagner l'autre ville. C'était dans le rapport de police leur version de dire le Casbah. Où j'ai montré, ça c'est au lieu de l'Ipidra, mais c'est juste pour vous montrer des escaliers de quoi il s'agit. Alors, Dazar a poursuivi ces jeunes. Il a chassé ces jeunes agresseurs, comme le rapport de police va leur qualifier. Mais sur les escaliers, il fallait montrer pour achever le Casbah. Dazar s'est croisé avec un groupe d'adultes algériens. Ces Algériens, selon Dazar, et je cite, s'avancèrent vers lui pour lui faire un mauvais parti. Déjà, c'est remarquable que dans le rapport de police, il va qualifier ces enfants comme agresseurs, quand leur seul crime était d'avoir mal visé un ballon. Un accident inévitable dans n'importe quel jeu d'enfant. Mais le prochain choix de Dazar va montrer qui était le vrai agresseur. Disant que les Algériens sur les escaliers étaient menaçants, Dazar a sorti son arme, cachée dans son poche pour, selon lui, intimider la foule. Le fait d'avoir son arme sur sa personne montre des habitudes de la police d'Alger. Dazar a dit qu'il a quitté sa maison pour aller acheter un journal. Pourquoi alors avoir son arme cachée sur sa personne? Dazar et d'autres policiers d'Alger savaient que leur autorité, leur proximité avec l'État colonial leur a donné permission de posséder une arme et d'en faire l'usage. Des actes presque impensables pour des Algériens civils et même pour beaucoup des Européens. Dazar a affirmé dans son rapport que l'arme n'a pas intimidé suffisamment la foule des Algériens et qu'ils ont continué à avancer dans son direction. Alors, selon Dazar, il a tiré sur la coupe et atteint un homme dans la main. Ça, c'est l'histoire qui est dans le rapport officiel de police. Mais il y a aussi une autre version de ces événements. À lui, Al-Hajj Ben Brahim est l'homme qui a reçu la blessure dans sa main. Ben Brahim avait 33 ans et travaillait comme chef d'équipe chez la compagnie transatlantique, qui était une position d'autorité et de respect. Dans son entretien avec la police, Ben Brahim disait qu'il a vu de loin un homme européen, en état d'ivresse évidente, qui avançait vers des enfants. Ben Brahim précisait qu'il ne savait pas que Dazar était policier,
Mais quand même, quand Dazar a demandé qu'il lève ses mains, Brahim s'est exécuté les ordres. Tout d'un coup, sans avertissement, Dazar l'a tiré dessus. Selon Ben Brahim, sa blessure dans la main s'est produite quand il a tenté de désarmer Dazar. Ben Brahim, avec d'autres co-religionnaires, comme le rapport de police disait, a amené Dazar au commissariat personnellement, et c'était Ben Brahim qui avait également rendu à la police l'arme qu'il a prise de Dazar. La réponse de la police face à cette situation montre le système en place à Alger pour protéger les policiers, peu importe les circonstances. Le rapport de police, par exemple, a noté qu'ils ont envoyé Dazar pour avoir une prise de sang pour, et je cite, couper le corps des allégations de Ben Brahim que Dazar était en état d'ivresse pendant l'incident. Face à un incident embarrassant dans lequel un gardien de la paix hors service a attaqué un groupe d'écoliers et leurs parents, l'administration policière s'est mobilisée pour minimiser l'importance de cette affaire. Ils ont obligé Dazar à se soumettre aux examens pour prouver, soi-disant, qu'il n'était pas ivre. Et il a écrit le récit de Dazar de l'incident comme la version officielle. Pour chaque faux pas, le rapport a ajouté des excuses, créant la suggestion d'une menace et insistant que Dazar a averti ses soi-disant agresseurs qu'il avait une arme et n'aurait pas peur d'en faire usage. Ils ont ignoré dans le rapport officiel toute évidence, toute preuve de Ben Brahim qui contradisait le récit de Dazar. Ce moment tendu de conflit entre un policier et des civils algériens montre le problème au cœur de la surveillance policière de l'Algérien de cette époque. Dazar, un policier européen, vivait à côté de la Casbah, dans des bâtiments haussmanniens directement en dessus des escaliers qui montaient vers l'autre ville. Ce policier interagirait quotidiennement avec la mixité démographique de ce quartier. Dans d'autres cas, cette proximité a créé de l'intimité, une mixité sociale. Mais il y avait aussi, comme on voit dans ce cas, des conflits. Dazar ne pouvait être surpris de voir des enfants dans la rue. Et du coup, là, c'est un peu... Ça, c'est encore une carte postale ancienne, mais il y avait toute une polémique dans la police qui parlait de Yaouled, qui, pour eux, c'était des jeunes Algériens qui étaient dans la rue, qui étaient sans parents et qui étaient des menaces sociales. Du coup, aussi, cette interaction de Dazar avec les enfants, ça rentre dans un certain discours policier autour de Yaouled. Du coup, Dazar ne pouvait pas être surpris de voir des enfants dans la rue. C'est évidemment plus facile de jouer au foot dans des grands boulevards que dans des petites ruelles de la Casbah. Mais l'action de Dazar suggère qu'il ne se voit pas comme un membre de la communauté du quartier, comme tous les restes. Au lieu, Dazar se considère comme supérieur. Comment est-ce qu'un ballon innocentement mal orienté ou, au pire, visé avec malveillance, menait un coup de feu? La réaction de Dazar, sa confiance dans son propre pouvoir et son méfiance automatique des Algériens, ses voisins d'ailleurs, ont changé un incident quotidien en une attaque. Du coup, pour conclure, j'arrête mes recherches en 1954 avec le début militaire de la révolution algérienne. Le système policier, le mélange de violence et d'aide qu'on voit tout au long du période coloniale ne change pas tout à fait pendant la guerre d'indépendance. Pourtant, avec la guerre, l'armée et la police se sont chevauchées de plus en plus. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai décidé d'arrêter mon travail à ce moment-là. Pourtant, les techniques de surveillance, les méthodes pour cibler une certaine partie de la population continuera à être de rigueur pour des policiers français, et même aujourd'hui. Et il faut dire que je ne parle pas de tous les policiers de France, mais je veux dire simplement qu'il y a une continuité systématique qu'on puisse voir même aujourd'hui. Je pense par exemple que ça, c'est une manifestation en France contre
la violence policière sur un homme qui s'appelle simplement Théo, qui était attaqué par les polices. Et on peut penser aussi des cas des États-Unis, de là où je viens, où on voit aussi des conflits policiers avec des communautés, on va dire, minoritaires. Du coup, je veux suggérer quelques thématiques que je pense qu'on peut tirer de ces cas que j'ai présentés. En premier, mes recherches nuancent des idées de pouvoir gouvernemental dans la situation coloniale. Souvent, on voit l'État colonial comme une puissance absolue, mais en réalité, on voit que la gouvernance du quotidien était souvent dans les mains d'individus, comme les policiers. S'il y avait des préjugés systématiques, il y avait aussi beaucoup d'influences individuelles. C'est alors que j'insiste sur l'importance d'étudier la police au niveau quotidien et non pas simplement des rapports du ministère de l'Intérieur ou des lois criminelles, mais avec des cas vraiment quotidiens. Deuxièmement, mes recherches soulignent l'espace public comme le lieu de conflit entre police et Algériens dans ces deux villes. La police a organisé leur surveillance des Algériens en relation avec les lieux qu'ils considéraient comme des espaces algériens, comme le Casbah à Alger et la rue des Chapeliers à Marseille. Si la police a utilisé leur idée de géographie urbaine des Algériens pour mieux les surveiller, c'est aussi une question de qui pouvait utiliser les espaces publics et comment. Et là, je pense par exemple au cas de Dazar. La police coloniale à Marseille et Alger avait toujours eu le mandat de protéger l'ordre public. Et c'était la police qui décidait le contenu précis de cette idée vague. Des arrêtés, décrets et lois encadraient les pratiques policières et la police locale, les relations personnelles et les décisions individuelles des policiers et des Algériens avaient de l'influence aussi. Et finalement, une thématique qui était peut-être un peu moins visible dans cette présentation est celui de la circulation. Cette circulation constante entre Marseille, des gens, mais aussi de commerce, avait eu des influences sur les normes policières. Ces échanges sur l'action de la police indiquaient l'importance d'étudier des espaces, on peut dire peut-être métropolitaines et coloniales, ensemble. Mon projet est historique, il a de la pertinence actuelle pour comprendre comment la police en France continue à avoir des relations tendues avec les populations issues des migrations post-coloniales, par exemple. Et là, je pense des manifs, comme je disais, de Théo. Je suggère qu'il faut étudier la formation aux longues durées de ces pratiques et préjugés pour mieux comprendre comment on pourrait changer ces pratiques aujourd'hui. Merci pour votre attention.